Yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclisme sur route. Et oui, l'actualité vélo est assez chaude ces derniers jours et dans ce 5e numéro de Cyclisme Actu, je vous propose de revenir sur les 3 enseignements les plus marquants de cette dernière semaine écoulée. Bien sûr, en fin de vidéo, on s'intéressera aussi à Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, on parlera du parcours, on analysera d'ailleurs ce dernier, puis aussi on fera un tour du côté des favoris et des outsiders, avant bien sûr d'effectuer un petit pronostic, histoire de se mouiller un petit peu. Mais avant ça, place aux 3 enseignements à retenir de cette dernière semaine écoulée qui sont très croustillants, et notamment le premier avec Patrick Lefebvre, il y a 5-6 jours de ça, sur les antennes d'RMC Sport, qui a une nouvelle fois chargé Julian Alaphilippe, qui a mis un nouveau coup de pression à l'ancien double champion du monde. Je le cite, Alaphilippe brillait lorsque Van Der Poel, Van Aert et Pogačar n'étaient pas là. J'ai appris au cours des années une belle expression française, tout le monde doit justifier son salaire. Il l'a jusqu'en 2024. Heureusement qu'il est devenu 2 fois champion du monde, parce qu'à part ça, qu'est-ce qu'il a gagné? Une étape sur le Tour et porter le maillot jaune en 2021. Je comprends que les équipes françaises soient excitées, mais pas moi. Petit tacle aux équipes françaises au passage, je viens de dire les gars, vous vous contentez quand même de bien peu. Tout le monde aime bien Julian, je ne fais pas exception. Maintenant, même si j'aime bien le garçon, il faut que je me rende à l'évidence, il bouffe une grande partie de mon budget. Maintenant, je ne veux pas parler de 2024 et de l'après 2024, je vais fonctionner comme à l'école, trimestre par trimestre, et regarder ses performances. S'il gagne 3 étapes sur le Tour de France et porte 10 jours le maillot jaune, c'est une autre histoire. Et si dans la foulée, en dernière partie de saison, il remporte le Lombardie et le Mondial, c'en est encore une autre. Bref, un discours bien croustillant, bien rentre-dedans, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans ce genre de milieu, et ça a un petit peu fait réagir les fans français de Julian et les experts et suiveurs, bien évidemment, du vélo dans notre bel hexagone, jugeant que ce discours était assez déshumanisé et surtout qu'il n'était pas très reconnaissant non plus de ce que Julian avait pu apporter il y a quelques années à cette belle équipe. Mais encore une fois, il faut quand même qu'on se le dise, on vit dans un monde où il faut être compétitif. Et ça, notre ami Patrick Lefebvre l'a bien compris. Tout est une question aujourd'hui de résultats et de statistiques, que vous soyez en bas de l'échelle ou tout en haut. Et c'est vrai qu'en termes de résultats et de statistiques ces dernières années, on va pas se le cacher, eh bien ça ne parle pas en la faveur de Julian, parce que oui, certes, 2021, 2020, il y a eu ces titres mondiaux, il y a eu aussi ces étapes remportées, à chaque fois en début de tour avec le maillot jaune à la clé. Il y a eu aussi la Flèche Wallonne qu'il a remportée en 2021, mais c'est vrai que ça reste quand même des saisons qui sont bien en deçà de ce qu'on peut attendre d'un coureur qui est payé 2,3 millions d'euros par an. Ça, c'est une source de Today Cycling, et d'ailleurs qui est beaucoup plus payé, si on en croit d'ailleurs ce site, et cette source beaucoup plus payée que Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, qui eux touchent un petit peu plus de 2 millions d'euros. Et on sait que Julian Alaphilippe, lui, ne gagne pas autant que Van Aert et Van Der Poel ces dernières années. Et c'est vrai, les 2 dernières grandes saisons de Julian Alaphilippe, même s'il y a eu ce maillot jaune, ces victoires d'étape et ces titres mondiaux en 2020 et 2021, ces dernières grandes saisons où il a beaucoup remporté de courses, eh bien c'était en 2018 et 2019, ça commence à dater. On se souvient, en 2018, il avait remporté sa première Flèche Wallonne, il avait également remporté la Classica Saint-Sébastien, il avait remporté le Tour de Grande-Bretagne, gagné 2 étapes sur le Tour, le maillot de meilleur grimpeur ramené à Paris, bien sûr, après cet incroyable Tour de France qu'il avait réalisé en 2019. Il y a bien sûr eu Milan-San Remo, son seul et unique monument à l'heure où on se parle. Il y avait eu les Strade Bianche, il avait bien sûr eu à nouveau la Flèche Wallonne, il avait eu ces 2 étapes sur le Tour de France, ces 15 jours en jaune, bref, c'était absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que ces 2 dernières saisons, eh bien on a baissé en termes de victoires, que ça soit en qualité ou en quantité, et ça ne plaît clairement pas à Patrick Lefebvre, qui en plus est dans une politique ces dernières années, on va pas se le cacher, eh bien de construire une équipe autour de Remco Evenepoel pour lui permettre de gagner de grandes courses, et notamment le Tour de France, où il aimerait aligner son poulain dès 2024, c'est-à-dire dès l'an prochain. Et c'est sûr que Julian, cette seule victoire cette saison qui est la classique Ardèche, ne va pas du tout satisfaire Patrick Lefebvre. Si ça se trouve, il sait même pas que cette course existe, et il attend Julian Alaphilippe bien plus haut. Et c'est vrai que ce début de saison, à pas se le cacher, n'est pas bon pour Julian Alaphilippe. Très peu de bons résultats, seulement une victoire sur la classique Ardèche, où il avait battu au sprint, on s'en souvient, David Gaudu, mais derrière, il n'a pas réussi à aller chercher ses objectifs. On se souvient de Milan-San Remo, incapable de bien se placer dans le pot de jeu, alors que
ses équipiers avaient fait le travail à l'entrée du Poggio pour essayer de le placer plutôt correctement. On sait aussi derrière qu'il a été victime d'une chute, certes beaucoup moins grave qu'à Liège-Bastogne-Liège l'année dernière, bien évidemment. On sait aussi qu'il a été victime d'un petit coup de froid, un petit rhume, qui l'a un petit peu déstabilisé dans sa préparation. Il avait son objectif, le Tour des Flandres où il n'a pas pesé bien lourd, alors que en intersaison, il avait dit qu'il était là pour le gagner. Bref, un Julien Alaphilippe qui est très loin des objectifs qu'il s'était fixés, et surtout très loin des attentes de Patrick Lefebvre. On en avait parlé, vous vous en souvenez certainement. Et bien c'était en fin d'année dernière, on parlait justement de cette saison 2023 qui allait être vraiment capitale pour Julien Alaphilippe. Et là, Julien, forcément, le coup de pression est mis. Patrick Lefebvre ne le conservera pas à l'issue de l'année 2024 si Julien ne réagit pas dans la deuxième partie de saison, notamment le Tour de France et bien sûr les classiques de fin d'année, Tour de Lombardie et Championnat du Monde, qui sont quand même taillés, on va pas se le cacher, pour ses qualités si on retrouve un Julien Alaphilippe en forme. Et forcément, Julien, on le sait désormais, il est focus sur le Tour de France, même s'il sera au départ de Liège-Bastogne-Liège demain, dimanche, pour aider notre ami Remco Evenepoel à se succéder à lui-même dans sa quête, bien évidemment, de lutte face à Tadej Pogacar, puisque ça sera forcément le duel annoncé. On en parlera bien sûr en fin de vidéo. Donc, Julien Alaphilippe doit réagir, et pour le coup, je suis assez d'accord avec notre ami Patrick Lefebvre. Tout le monde doit justifier son salaire, et clairement, Julien Alaphilippe, en termes de statistiques, en termes de résultats, ne le justifie pas. Il faut qu'il réagisse, bien évidemment, sur le Tour de France où on l'attend, nous Français, son équipe aussi, puis bien sûr en fin de saison avec le Lombardie et les championnats du monde qui répondent bien sûr aux qualités de Julien Alaphilippe quand ce dernier est à 100%. Reste à savoir s'il sera capable de revenir à 100% de ses moyens. Ça serait quand même bien que la réponse soit oui, parce que le garçon aura 31 ans seulement en juin. Ce n'est pas un coureur qu'on peut cataloguer de vieux, il a encore de belles années techniquement, donc on espère qu'il y aura réaction. Mais honnêtement, pour être tout à fait clair et net et précis avec vous, même si je ne suis pas d'accord sur la forme concernant les dires de Patrick Lefebvre, sur le fond, je suis d'accord avec lui. Il faut en attendre plus parce qu'il doit une revanche, que ce soit à son équipe et même aux suiveurs, avec justement ses malchances et ses chutes à répétition et ses saisons 2020 et 2021 pas à la hauteur en termes de victoire, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quantité. Le deuxième enseignement de cette semaine, c'est Pogacar, véritable imbattable, invincible. Le sera-t-il sur la doyenne? On en parlera bien sûr en fin de vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pogacar a encore une fois éclaboussé de sa classe et de son talent ses deux premières Ardennaises, l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. Il les a toutes deux remportées avec la manière, même s'il y a eu une petite polémique avec cette fameuse aspiration que la moto lui a donné. Encore une fois, on le sait, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Le garçon était clairement le plus fort. Ça a été un récital de la part de Tadej Pogacar sur l'Amstel Gold Race et encore plus sur la Flèche Wallonne. Alors sur la Flèche Wallonne, je m'y attendais un petit peu parce que c'est vrai que les meilleurs punchers du monde n'étaient pas présents. Mathieu Van Der Poel n'était pas là, Julien Alaphilippe non plus. Dylan Teuns, qui avait remporté cette classique l'an dernier, n'était pas présent non plus. Donc on savait que Pogacar allait être récompensé et allait lever les bras, à part vraiment cataclysme. C'est ce qui s'est passé. En revanche, c'est vrai que du côté de l'Amstel Gold Race, on a eu une course vraiment très prévisible et c'est un petit peu dommage parce que tout le monde a fait le boulot pour Tadej Pogacar. Il est sorti à plus de 50 bornes de l'arrivée avec un gros groupe de coureurs et dans ce groupe, on a tous collaboré avec Pogacar, même Pidcock qui était présent. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de jouer battu comme ça, de jouer pour être deuxième en collaborant avec Tadej Pogacar à plus que 50 km de l'arrivée. On aurait dû laisser Pogacar peut-être un petit peu plus à travailler, aller chercher sa victoire, construire son succès, parce que là, on l'a amené sur un plateau et au moment où il a décidé d'accélérer, personne n'a été capable de le suivre. Et puis surtout, j'ai aussi l'impression qu'on n'a pas forcément mis les bons éléments à 50 km de l'arrivée du côté des équipes qui se sont retrouvées à l'avant, notamment l'équipe Groupama FDJ, où il y avait Geniet, si je ne dis pas de bêtises, qui était présent. J'ai rien contre Geniet, mais encore une fois, à un moment donné, où est Madouas? C'est à Valentin Madouas d'accompagner Tom Pidcock et Tadej Pogacar au moment où ils initient un mouvement de course. Tu dois te découvrir, tu dois les accompagner. Tu vas quand même pas me dire qu'à 50 km de l'arrivée, t'as pas les jambes pour les suivre, surtout quand tu vois sa fin de course. Le mec termine 11e alors qu'il a été victime d'une chute à plus de 40 km de l'arrivée. Une chute qui est quand même assez lourde. Madouas, il avait les jambes pour aller avec eux et tu te dois de les accompagner. Alors bien sûr, il aurait certainement pas gagné cette course, mais il aurait pu batailler avec Pidcock, avec Pogacar, il aurait pu analyser la façon dont il court, et puis il aurait pu aussi gagner un petit peu d'expérience et se rendre compte de ce qui manque encore pour battre ces mecs-là et pour gagner des courses comme l'Amstel Gold Race. Donc je trouve dommage du côté de certaines équipes et notamment de la Groupama FDJ de ne pas avoir mis son leader
en accompagnement de Pogačar et de Pidcock. Ça aurait pu mettre un petit peu la zizanie dans le groupe et ça aurait pu permettre aussi à Pogačar et notamment à Pidcock, eh bien, d'assumer leur rôle de favori de la course et peut-être à un moment donné de pouvoir aussi tirer parti de certains mouvements de course qui auraient pu s'initier parce que ça serait peut-être un petit peu moins entendu à l'avant. Bref, c'est un petit peu dommage, mais ce qui est sûr, c'est que Tadej Pogačar, malgré tout, restait très clairement au-dessus du lot et était clairement l'homme fort, très fort de ce début d'Ardennaise. Et bien sûr, on attend la confirmation et la bataille avec Remco Evenepoel, tant attendu et tant annoncé, demain dimanche. Le troisième enseignement de cette semaine concerne bien sûr Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, les deux autres fantastiques qui ont décidé cette année, vous en avez certainement aperçu, de faire une croix sur les Ardennaises au grand désarroi de ceux qui ont suivi l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. Pas de Mathieu Van Der Poel ni de Wout van Aert présents dans les startlists. Il en sera également de même pour demain et Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, puisque Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert ne figurent pas au départ du 4e monument de l'année. Et oui, déjà Mathieu Van Der Poel qui observe certainement une petite pause, une petite coupure, comme on a l'habitude de le faire dans le cyclisme moderne pour repartir derrière de plus belle et préparer les prochains objectifs. On sait qu'il fera le Tour de Suisse en préparation du Tour de France, où il y a des objectifs quand même assez élevés, des victoires d'étape, pourquoi pas un maillot jaune, et puis surtout l'envie de rallier l'arrivée finale à Paris, ce qu'il n'a jamais fait. Et puis notre ami Wout van Aert qui lui, eh bien, est en vacances plutôt sportives, puisqu'il fait un petit road trip à vélo entre amis. Autant vous dire que tout ce beau monde, on aurait aimé les retrouver sur ces Ardennaises. Ça nous aurait permis peut-être d'avoir une Amstel Gold Race avec un petit peu plus d'incertitude et de mouvement, et peut-être aussi d'avoir une Flèche Wallonne un petit peu moins prévisible que ce qu'on a pu avoir mercredi dernier, surtout que Van Der Poel était quand même très en forme. Le garçon avait fait quand même deuxième du Tour des Flandres, et puis bien sûr vainqueur à Paris-Roubaix. On se sentait quand même capable, le garçon, de garder ce pic de pouvoir, mais puis on sentait aussi un Wout van Aert capable de monter en puissance et qui aurait pu s'exprimer sur Amstel Gold Race et sur Liège-Bastogne-Liège. Sur la Flèche, ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai que tout ce beau monde nous a bien manqué sur ces Ardennaises, en espérant les retrouver bien évidemment l'an prochain pour une Amstel Gold Race, une Flèche Wallonne et un Liège-Bastogne-Liège explosif, et pourquoi pas avec un Julien Alaphilippe à son meilleur niveau. Ça rajoutera encore un petit peu plus de piment, même si on le sait, on retrouvera ces deux garçons présents sur le Tour de France et on l'espère en grande pompe pour nous offrir de belles passes d'armes comme on avait eu la chance de les voir notamment en 2022. Il y a encore de belles images qui me reviennent en tête. Passons désormais à Liège-Bastogne-Liège, le 4e monument de la saison qui aura lieu demain dimanche, la doyenne comme on la surnomme. Tout le monde rêve de gagner cette course un jour dans sa carrière, mais pour la gagner, il faut surtout être fort et surtout résistant. 258 km 500 à parcourir, 10 ascensions répertoriées, et bien sûr, pour en finale, en coup du spectacle, la côte de la Roche au Faucon, 1 km 300 à 11% de moyenne. On sait que c'est le juge de paix, ça a été le juge de paix l'an dernier avec l'accélération décisive de Remco Evenepoel à ce moment-là. Remco Evenepoel qui aura fort à faire puisqu'il y aura Tadej Pogačar. Et oui, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, ce sont les deux favoris 5 étoiles de la plupart des gens pour cette doyenne et ce Liège-Bastogne-Liège 2023. Alors certains pourraient dire qu'il y a d'autres coureurs capables, pourquoi pas, de les titiller. Et oui, en favori 3 étoiles, on pourrait pourquoi pas retrouver Tom Pidcock. Et oui, on le sait, il est quand même assez en forme. Il a fait 3e de l'Amstel, il a gagné l'Estrade Bianche, il a fait une saison de cyclocross plutôt correcte. Le garçon semble quand même monter en puissance de semaine en semaine. On pourrait rajouter aussi des favoris 2 étoiles. Landa, et oui, qui est pas loin, qui est quand même à un niveau assez sympa. 3e quand même de la Flèche Wallonne, si je ne dis pas de bêtises. Valentin Madouas, en espérant qu'il sente bien les coups et qu'il accompagne de Tadej Pogačar, Tom Pidcock, Remco Evenepoel et consorts. S'il y a une course de mouvement qui s'initie un petit peu loin de l'arrivée. Tish Benoît, pourquoi pas, qui sera leader de la Jumbo-Visma en l'absence de Wout van Aert, ça pourrait aussi être une grosse cote. Et puis en favori 1 étoile, pourquoi pas retrouver les Romain Bardet qui était entreprenant du côté de la Flèche Wallonne, Warren Barguil qui termine je crois également dans le top 10 de cette Flèche Wallonne, et pourquoi pas également Henrik Mas, il pourrait aussi tirer son épingle du jeu si ça se regarde un petit peu. Bref, il y a quand même pas mal de forces en présence sur cette doyenne prévue demain dimanche. Alors forcément, je vais pas être très original au niveau de mon pronostic. Bien sûr que ça se jouera entre Pogačar et Evenepoel, à moins cataclysme, à moins de chute, à moins de crevaison qui interviendrait à un mauvais moment dans la course. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux-là font office de favoris. Alors forcément, mon premier prono et mon intuition me dit, allez, va jouer sur Pogačar, parce que Pogačar reste quand même le meilleur cycliste du monde, reste celui qui a le plus gagné, il a un nombre de victoires
par rapport à son nombre de jours de course qui est absolument stratosphérique. Le mec marche sur l'eau, c'est le nouveau Merckx, c'est le nouveau Cannibal, le mec est le digne successeur, ou non, on ne sait pas, d'Eddy Merckx et de Bernard Hinault à une moindre mesure, mais ce qui est sûr, c'est que notre ami Tadej Pogačar a écrasé la concurrence et fait office pour beaucoup de grandissimes favoris. Maintenant, ce qui pourrait peut-être jouer en la faveur de Remco Evenepoel, c'est la fraîcheur. Une fraîcheur que n'a pas Tadej Pogačar, puisque Pogačar a participé aux Flandriennes, il a participé à toutes les Ardennaises. Notre ami Remco Evenepoel a été un petit peu plus sage, il a participé à quelques courses par étapes, mais il a bien préparé son coup en étant forfait, on le rappelle, sur l'Amstel et sur la Flèche Wallonne pour mieux préparer la défense de son titre sur Liège-Bastogne-Liège, et donc forcément va se confronter deux écoles, l'école de celui qui veut tout manger et qui veut participer à toutes les courses pour tout rafler, et celui qui a préparé son objectif en conséquence pour conserver et défendre sa couronne. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire que ce qui pourrait éventuellement pencher dans la balance d'Evenepoel, et ça va être quelque part un peu tout l'enjeu de cette course, ça va être la fraîcheur, la préparation spécifique pour Liège-Bastogne-Liège, puisque contrairement à ce que nous raconte Tadej Pogačar, il ne prépare vraiment aucun objectif à 100%, il va chercher les courses qu'il peut aller chercher et gagner ce qu'il peut gagner, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, peut-être que ça peut peser dans les jambes face à un Remco Evenepoel qui aura une meilleure fraîcheur et surtout peut-être une meilleure gestion de son début de saison que Tadej Pogačar pour aller rafler cette doyenne une deuxième fois en 2 ans. À vos pronostics, bien sûr, dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et d'en prendre note. N'hésitez pas aussi à vous exprimer dans cet espace commentaire sur tous les sujets qu'on a pu traiter, les 3 enseignements choisis sur cette dernière semaine écoulée. On se retrouve très prochainement, bien sûr, pour une nouvelle vidéo de sport, de cyclisme, de tennis, vous le savez. On parle un petit peu de tout sur cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça aide bien sûr au référencement de la chaîne. Vous connaissez les bails désormais, ça permet d'agrandir cette belle communauté de la chaîne Vicoams. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.